simplifier, il n'y a pas de courage politique en France qui irait vers les solutions les plus intelligentes ou les plus naturelles. Je suis venu à Miami pour le soleil et la mer, et le soleil et la mer sont toujours au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont le rêve américain. Arrivés aux US, il y en a peu qui se préparent de la bonne manière. Jusqu'à même des gens qui me disaient, écoutez, il y en a marre de vos illusions et de vos prétentions. Si vous continuez, on va vous fermer tous vos hôtels, on vous enverra plus personne. On a été testé dès le départ par toi, d'autres investisseurs qui nous ont dit ok, c'est quoi le chiffre d'affaires moteur que vous voulez avoir? Est-ce que c'est créer un logiciel et être en mode SaaS, ou bien est-ce que vous gardez votre tech pour aller chercher vos propres deals? Bonjour à tous, c'est Romain Danielou. On se retrouve aujourd'hui depuis Miami avec un ami depuis maintenant quelques années, Jean-Robert Lévy. Jean-Robert entreprend depuis 1988 et aujourd'hui, on va rentrer dans son quotidien, qui il est, d'où il vient. Jean-Robert, merci de nous rejoindre. Merci de m'inviter. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va? Il fait pas trop chaud aujourd'hui? Non. Surtout dans le studio. Miami à l'extérieur, il fait beau. T'as amené la décapotable aujourd'hui ou... Voilà, tout va bien. J'ai vu que t'as gardé le toit aujourd'hui. Non, je l'ai enlevé avant d'arriver. Ah, tu l'as, ok. Pour mieux entendre un coup de téléphone. Voilà. Ça te fait du bien d'être à Miami depuis maintenant 7 ans? Ça fait 7 ans que je suis à Miami. Je suis venu à Miami pour le soleil et la mer, et le soleil et la mer sont toujours au rendez-vous, donc tout va bien. C'est ça. Et tu arrives à travailler quand même à distance avec tes équipes en Europe? Oui, je suis à Miami, on va dire pour le plaisir et pour des raisons personnelles. Donc, on avait envie avec ma femme de venir depuis pas mal de temps. On était très contents aussi aux États-Unis de trouver un environnement éducatif pour mon fils quand il est arrivé ici, qui est rentré en équivalent de la 6e. Et donc, tous les objectifs ont été atteints de ce point de vue-là. Donc, voilà. Tu peux nous résumer brièvement le nom de ton groupe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, juste pour comprendre dans quelle industrie tu travailles? Donc je travaille depuis à peu près 15 ans dans le secteur de l'hébergement social. Donc j'ai ce qu'on appelle des hôtels sociaux, dans un groupe qui s'appelle, son nom commercial et juridique c'est All-in, O-L-I-N-E, et sinon parfois on l'appelle du nom de la holding qui s'appelle Cozy Break, un peu compliqué, mais qui était effectivement issu d'une réflexion de mes enfants, puisque c'est un groupe que j'ai transmis à mes enfants il y a quelques années déjà. C'était Cozy, c'est le confort, et Break, le break et le repos. Donc initialement, c'était en arrivant à Miami d'être tranquille, un peu dans le confort, en mode pré-retraite. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'est jamais voilà, c'est jamais quand on prévoit. Donc non, comment ça se passe pour un Français entrepreneur dont les activités sont restées en France? On se lève tôt. Très tôt. Pour moi, pas si tôt que ça. En tout cas, j'ai toujours l'habitude de me lever tôt. Mais voilà, on est à pied d'œuvre. Alors, entre midi et 2 en France, c'est 6h, 8h du matin ici. Donc, c'est gérable. Donc, on a quelques coups de fil avant 8h. Et sinon, ça part à fond de 8h, c'est-à-dire 14h en France, et jusqu'à la fin de l'après-midi. Et voilà. Et un peu plus tôt pour le vendredi, où les Français ont l'habitude de décrocher vers 17h. Donc ça veut dire que mon vendredi se termine à peu près à 11h. Après j'ai du travail administratif ou juridique, on va dire de dossiers, d'ordinateurs dans l'après-midi, mais c'est beaucoup plus détendu, on est moins pressé par le temps. Ouais, alors je sais que tu es en phase de cession, on va dire, pour pouvoir revendre une partie du groupe ou la totalité. Mais avant qu'on rentre là-dessus, pourrais-tu expliquer d'où tu viens, comment tu as démarré l'entrepreneuriat et comment tu es arrivé à monter des hôtels? Oui. Donc, d'où je viens, ma famille... je ne vais pas remonter jusque beaucoup de générations, mais ma famille, historiquement, parce qu'on est toujours parfois influencé, soit pour s'en écarter, soit pour faire certaines choses qui y ressemblent, c'était des entrepreneurs qui sont d'Algérie, donc je suis pied noir d'origine,
Et depuis 1870 où ils se sont installés, ils ont développé au début de l'agriculture, puis de l'élevage, puis de l'agriculture, puis des activités industrielles. En partant du blé, ils ont fait des meuneries. Ensuite, pour alimenter les champs, etc., ils ont fait de l'hydroélectricité. Donc, ils sont devenus leaders des productions hors EDF de l'électricité. Ils avaient fait des caroubes. Ils étaient leaders en Algérie du domaine de la caroube. Voilà, et sur le blé. Donc, voilà, c'est des entrepreneurs qui ont eu les vicissitudes qu'ont eu les entrepreneurs au XXe siècle, à savoir la crise de 1930 qui avait ruiné toute la famille, la Seconde Guerre mondiale qui avait dépossédé ma famille aussi de leurs biens. Et puis voilà, on s'est relevé jusqu'au moment où on s'est cassé la figure définitivement au moment de l'indépendance de l'Algérie. Toi, t'es né en quelle année ? Moi, je suis né en 1959. En 59. Et donc physiquement à Alger, parce que mon grand-père avait une clinique d'accouchement, mon grand-père maternel, c'est-à-dire celui qui n'était pas entrepreneur spécialement. Enfin, il avait quand même une clinique en dehors de son activité de gynécologue accoucheur, mais donc il avait une clinique à Alger. Et donc ma mère était venir accoucher chez son papa, dans la clinique de son papa à Alger, pendant que historiquement, ils étaient au service militaire en France, à Toulon. D'accord. Voilà, donc je suis né un peu par hasard à Alger, puisque c'était avant l'indépendance de l'Algérie, mais mes parents avaient déjà quitté pour des raisons études et services militaires l'Algérie. Voilà, ils ne sont pas revenus. Et mon père il a fait une belle carrière chez IBM. Et donc j'avais à la fois dans le background familial des entrepreneurs et en même temps un modèle immédiat de mon père. Dans la tech à la fois dans la tech, c'est vrai, et en même temps salarié. Voilà. Donc quand je suis sorti d'école polytechnique, parce que toute la famille était en dehors de mon oncle chéri, mais c'était une famille historiquement de collés à Polytechnique. Et donc dès l'âge de 5 ans, mon père a décidé qu'il fallait que je fasse Polytechnique. Il m'a mis ça dans la tête. Donc j'ai travaillé pour le faire. Et puis après, j'ai complètement dévié. Je ne suis pas devenu ingénieur du tout comme mes parents, etc. Mais je suis rentré chez IBM parce que c'est vrai que... alors, on ne me croira pas si je dis que c'était pour faire comme papa, parce que à l'époque, c'était peut-être mon inconscient qui me le disait, mais c'était juste l'opportunité qu'IBM était le leader en termes de technologie à l'époque. Ouais. Et que c'était une belle boîte, que c'était intéressant, qu'on pouvait faire carrière, qu'il y avait croissance externe. Une croissance, non, un appel d'air en termes de RH, où on disait globalement, je suis rentré en 82, il n'y avait pas eu d'embauche depuis longtemps, et donc en 90, on fait des grosses embauches, et donc c'est les embauches de 82 qui feront les dirigeants de demain, les présidents, etc. Donc mon père de l'interne, il m'a donné un conseil, après il m'en a donné plein dans la vie, mais globalement, il m'a dit, si tu dois rentrer chez IBM, c'est maintenant, c'est pas après. parce qu'après il y aura une vague devant toi qui aura été déjà embauché. Apprendre à laisser. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et au cours de ma vie, j'ai fait 5 ans extraordinaires chez IBM où j'ai appris plein de choses, y compris le sens des valeurs. Donc ce qui a posteriori comme ça a l'air de rien, mais j'avais le sens de valeurs imprégné ou éduqué de par ma famille. Et puis j'ai eu à nouveau une couche professionnelle chez IBM. Donc, voilà, c'était... Et donc comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à la suite d'IBM ? Alors c'était totalement par hasard, puisque à la suite d'IBM, j'ai un copain qui m'avait proposé d'être associé avec lui dans les services informatiques, et en particulier à l'époque, c'était la grande époque du leasing. Et donc, en partant d'IBM, j'ai été le suivre en associé. C'était donc ma première expérience d'entrepreneur, effectivement, en associé. C'était plus pour suivre un copain qui était brillant et que j'aimais bien. L'expérience a tourné court, et en fait, je suis rentré comme chasseur de tête pendant 2 ans et demi avec le créateur en fait du métier de chasse de tête en France, donc inspiré de la chasse de tête américaine. Et j'avais rencontré ce monsieur extraordinaire qui s'appelait Yves Truchot sur les pistes de ski, et donc il avait 35 ans de plus que moi, mais voilà, on avait sympathisé parce qu'on skiait bien tous les deux, et en même temps... Je crois que tu as 35 ans de plus que moi. Donc voilà, j'y pensais en même temps. Et écoute, j'espère que l'amitié durera aussi longtemps, puisqu'il est décédé, le pauvre, l'année dernière à 95 ans. Et quelques mois avant son décès, j'ai été encore déjeuner chez lui à Paris, voilà, que ce soit pour évoquer les vieilles guerres ou les vieux souvenirs, ou pour parler, parce qu'il a toujours été...
à la fois protecteur et ami jusqu'au bout. Voilà. Donc, et pendant 2 ans et demi, j'étais chasseur de tête pendant 2 ans et demi. Donc c'était à 30 ans de la chasse de tête de cadres dirigeants, vraiment spécialisés en recherche directe. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils Internet, les bases de données, etc. Donc il fallait y chercher avec sa bite et son couteau, comme on dit. Et donc lui, qui avait le plus beau carnet d'adresses de Paris, que ce soit en termes de jet set ou en termes professionnels, parce qu'il avait commencé longtemps avant, 20 ans avant. Il m'a aidé à me mettre les pieds à l'étrier, puisqu'initialement j'étais rentré aussi pour être associé pour prendre la succession, lui racheter le cabinet, ce qui ne s'est pas fait parce que j'ai préféré être les mains dans le cambouis en tant qu'entrepreneur plutôt que consultant extérieur. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Et puis à l'époque, j'avais du mal à passer parce que je ne sais pas si je fais mon âge encore aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'avais 30 ans, je faisais plutôt 22-23 ans. Et donc, j'avais du mal à vendre des cadres dirigeants. Ton fils Robin, il fait jeune. Hein, oui. Voilà, c'est peut-être de famille. Oui, mon père a fait jeune pendant très longtemps. Même aujourd'hui, à 95 ans, on lui en donnerait 80. D'accord, donc c'est bon espoir. Tant mieux, en plus, avec le soleil maintenant, j'espère que ça va continuer. D'accord. Et donc à la suite de ça, tu n'as pas repris le cabinet? Non. Tu t'es lancé vraiment en entrepreneuriat. Et puis voilà, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le secteur des maisons de retraite et qui m'a dit, tu veux pas... et qui était aussi le voisin de mon père. Donc ça, c'est la jeunesse de Cozy Break. Et donc non, c'était la jeunesse des maisons de retraite. Des maisons de retraite. En 92-93, donc ce monsieur avait proposé à mon père, qui était consultant retraité d'IBM à l'époque, donc de l'aider dans la vente de sa maison de retraite, parce que voilà, son associé avait des problèmes personnels et ils avaient décidé de se séparer. Et donc j'ai découvert le secteur de la maison de retraite. Par hasard. Complètement par hasard, et le monsieur, donc il y en avait un qui voulait prendre sa retraite, on va dire, en vendant sa maison, et l'autre qui avait envie de faire d'autres maisons de retraite, et il m'a proposé de m'associer. Donc on s'est associés ensemble. D'accord. Et donc j'ai découvert le secteur des maisons de retraite qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et on a fait une première maison de retraite ensemble, ensuite on s'est séparés, et j'ai continué dans le secteur de la maison de retraite jusqu'à découvrir le métier d'aujourd'hui des hôtels d'hébergement social. Donc Cozy Break en 2009, c'est ça, voilà. Tu as ouvert ton... Okay. À l'époque, j'ai fait une maison de retraite. Ensuite, j'ai fait un petit rachat d'entreprise, un petit rachat d'un petit groupe de maisons de retraite que j'ai rebaptisé Cali Santé. Donc, pour donner le là au why du groupe, à savoir, c'était... À l'époque, dans les années début des années 90, on parlait de mouroir et non pas de maison de retraite. Ouais. Et quand j'ai quitté le secteur, après la réforme de 2000, on parlait d'EHPAD, donc établissement hébergement des personnes âgées dépendantes. Et donc c'était beaucoup plus professionnalisé. En 92, j'avais trouvé, ressenti, estimé qu'il y avait une professionnalisation à mettre en place dans le secteur et qu'on pouvait se distinguer à travers la qualité. Donc à l'époque, on a été les premiers. J'ai adopté tout de suite en arrivant, en reprenant le groupe, avec l'idée des normes ISO 9000 et d'être le premier certifié ISO 9000 dans le secteur. D'accord. Et ensuite, donc c'était qualité et santé. Donc au niveau de la santé, c'était de se dire, c'est bien beau que les gens soient dans nos maisons de retraite, mais en fait... globalement, il faut qu'ils soient bien soignés. Exactement. Et puis après, se sont rajoutés des concepts comme l'animation. Donc c'est bien beau d'être logé, nourri, blanchi, mais en fait, s'amuser un peu. Ce serait bien d'être heureux. Ouais, et donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a motivé, qui m'a toujours motivé, c'est de dire si je peux arriver à rendre les gens heureux, c'est mieux. On sait pourquoi il y avait tout à faire en fait. Il y avait tout à faire sur ce marché. Il y avait tout à faire dans le secteur des maisons de retraite. Et c'est vrai que modestement, même si je ne cherche pas à tirer la couverture à moi, on a beaucoup participé à faire beaucoup de choses et à évoluer. Donc, dans le domaine, donc j'étais assez vite administrateur du syndicat des maisons de retraite. Donc, j'ai rejoint avec les grands groupes qu'on connaît aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai été le premier à exporter ou à m'aventurer, on va dire, à l'export, puisque dans Cali Santé, j'avais commencé un business en Italie avec 8 maisons de retraite dont j'ai pas vu voir le jour parce qu'ils ont été repris après, mais enfin on avait bouclé les opérations. En Espagne, on en avait 1 ou 2. En Belgique, on en avait 2 ou 3. Et sur l'Allemagne, on avait un projet de 1 ou 2. Voilà. Donc, moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est surtout quand on discute là,
des acquisitions que tu faisais, bon, c'est vrai que c'était un autre monde, mais en termes des financements que tu allais chercher, parce que c'est pas facile à ton âge, enfin, à cet âge-là, d'aller chercher sans forcément avoir de l'apport, d'aller chercher des financements pour tous les entrepreneurs qui cherchent à développer un patrimoine aujourd'hui, parce que c'est un gros patrimoine que tu as développé sur maintenant plus de 20 ans. Comment tu faisais, comment tu as démarré en fait ces financements? La première chose qui n'est pas impressionnante, c'était que c'était un peu l'époque en 90 des LBO. Donc en fait, les gens prêtaient pas mal à des entrepreneurs. Pourquoi ils me prêtaient à moi? Parce que dans le secteur des maisons de retraite, on commençait à se dire, on parlait parfois d'or gris, donc on commençait à se dire qu'il y avait un potentiel, donc c'était pas très professionnalisé. Alors moi, à la fois avec ma casquette de polytechnicien et un projet structuré, les banques voyaient pas beaucoup de visionnaires, donc il y a eu quelques visionnaires du style Jean-Claude Marian dans les maisons de retraite qui a fait Orpea et qui réussissait bien, mais il y en avait pas beaucoup. Donc c'était une niche en tout état de cause. Et donc voilà. Et après, mais ça, j'ai pas à me forcer. On peut dire que j'ai bien vendu le projet, mais en fait, quand je fais quelque chose, j'ai une conviction interne profonde. Tu vas jusqu'au bout de tes idées. Et je vais au bout de mes idées, mais en même temps, le why dont on parlera peut-être après, c'est-à-dire que le pourquoi est-ce que je fais ça, il est sincère et puis il est utile. Donc tous banquiers les banquiers, je pense qu'ils sont sensibles à l'engagement dans un projet du manager. Donc, effectivement, la vision du marché, effectivement, la vision de son évolution, mais aussi de se dire... j'ai une anecdote, j'ai un monsieur qui s'appelait Bernard Daudet, quand j'étais chasseur de tête. Bernard Daudet était aussi le pape ou l'initiateur du capital risque en France. Et en fait, il avait créé pour le Crédit Lyonnais une filiale qui s'appelait Inno-Lyon. Et donc, ça n'existait pas, mais j'ai été baigné dedans. En fait, j'ai staffé l'équipe de Inno-Lyon pour Bernard Daudet à l'époque. Donc, c'était 89, ça ne me rajeunit pas, mais bon. Et donc, Bernard Daudet, en tant que client, m'expliquait, voilà le profil des gens que je veux, etc. Et puis donc, il m'expliquait le capital risque. Et il me disait, le capital risque, il y a 3 critères. Donc, ce qu'aujourd'hui, qui est archi répandu dans les business angels, etc. Mais le premier, c'est les hommes. Il marquait un temps d'arrêt. Le deuxième, c'est les hommes. Et le troisième, c'est les hommes. Bon, et ça m'est resté parce qu'un monsieur comme ça, de la personnalité aussi reconnue, me dise ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça. Et je pense que les banquiers, c'est ça. Donc, quand on est entrepreneur, on a des problèmes, on a des moments difficiles. Et Dieu sait que j'en ai eu. Bon, si on a un peu de vision, une conviction et de l'énergie, je pense qu'à un moment donné, ça passe dans le banquier. Et moi, j'ai une règle. Que ce soit en equity ou en dette. Que ce soit en equity ou en dette. Après, il y a peut-être des choses que j'ai pas voulu faire ou que j'ai pas su faire. Mais il y a plein de gens qui ont été meilleurs que moi, y compris dans le secteur des maisons de retraite. Bon, moi je me suis attaché aux valeurs et puis j'ai essayé de faire au mieux. Et puis je pense que voilà, si je devais regarder Jean Robert Lévy de l'extérieur, je dirais que j'ai de l'énergie et que je m'accroche. Donc ils ont dû le sentir, peut-être le tempérament de la personne. Ouais, donc tu as réussi donc, depuis 2009 à monter un groupe d'une dizaine d'hôtels particuliers. D'hôtels d'hébergement sociaux, c'est des hôtels. Donc, voilà. Sur la zone Paris. Ouais. C'est vraiment ta spécialité. Ouais. Et quel est aujourd'hui ton management? Comment tu gères ton groupe de l'interne pour qu'il fonctionne bien? Alors en fait, je vais parler au passé parce que en fait, j'ai délégué le management du groupe depuis que je suis aux États-Unis, c'est-à-dire depuis 8 ans. Donc en fait, les gens font appel à moi. Soit pour me demander conseil, soit sur certains sujets techniques. Voilà. Comment tu aimais en fait au passé gérer ton groupe? Mais comme je l'ai fait avec les banquiers, c'est-à-dire que j'ai un projet qui est clair et qui est, pour moi, est enthousiasmant et donc j'essaye de faire passer l'enthousiasme aux salariés. Voilà. Donc il y a des gens qui me trouvent sympa, visionnaire, il y a des gens qui m'ont trouvé pas cool et rigide. Ouais, ça dépend du profil, quoi. Donc je dirais que j'ai aucun appétit, aucune appétence et aucun plaisir à être dur. Maintenant, j'ai parfois été beaucoup gentil et soft et parfois naïf.
Et donc ça m'a passé. Donc, mais c'est pas que je sois méchant, c'est peut-être que je suis plus rigoureux que certains aimeraient que je le sois, parce qu'on est responsable. C'est vrai, on a envie de réussir, etc. Mais on est aussi responsable de son projet, on est responsable de l'entreprise, on est responsable des rêves quand on a réussi à les partager avec les gens qui sont dans l'entreprise, quels que soient les gens en question. Et donc je pense que c'est par l'adhésion, on va dire, que les gens m'ont suivi. Je pense qu'il faut aujourd'hui dans une société adhérer à un projet commun. C'est pas facile parce que chacun a des idées et on peut vite dans une entreprise, moi je le vois au quotidien, drifter sur des projets qui paraissent bien et diversifiés comme on dit. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un why et une vision commune sur qu'est-ce qu'on veut que la boîte devienne sur les 2, 5, 10 prochaines années, ça permet quand même de tabler tout ça et après de mettre des gens plus intelligents que soi à tous les pôles. Parce que les sociétés, mine de rien, une société, c'est relativement toujours la même chose. Tu as le pôle finance, marketing, HR. J'ai mon meilleur ami qui me dit polytechnicien, ça veut dire aucune technique. Polytechnicien, aucune ça veut technique. dire aucune technique. D'accord. Voilà. Donc, c'est sa entrée, il dit, il travaille dans un grand groupe français, banquier, et il me dit, moi, mon savoir-faire, c'est d'être entouré de gens qui sont meilleurs que moi. Non, mais tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Comment, pour sourcer, donc tu as utilisé un peu tes qualités de chasseur de tête que tu avais acquises en amont pour construire ton groupe, construire tes équipes, je suppose. Alors, je ne vais pas faire de bullshit parce que les gens qui sont autour de moi et qui ont vécu que j'étais chasseur de tête me disent comment tu as pu être chasseur de tête. Et bon, parce que de ce que j'en juge des résultats et de la fidélité des clients, je ne devais pas être trop mauvais. Et te gourer autant sur les gens. Donc, je pense qu'il faut, comment ils disent les Américains, hire fast, fire faster. Ouais. si c'est pas bon, il faut sortir tout de suite. Donc, tu as raison, c'est une méthode. J'avais mon directeur général dans les maisons de retraite, quand je lui disais viens, j'ai trouvé un directeur de maison de retraite, je pense l'embaucher, viens voir. Il me dit non, je vais même pas le voir. Je le verrai au bout de 48 heures sur le terrain et à ce moment-là, je le jugerai. Mais qu'il me raconte du bullshit en entretien, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que les gens intelligents savent très bien le faire. Tu donnes ta confiance et puis après... je verrai sur le le et voilà. Alors, je disais, bon... C'est pénible d'embaucher quelqu'un et puis de le virer au bout de 3 jours, quoi. Surtout en France. Il me dit, pas facile. Il me dit, écoute, voilà, c'est comme ça. Moi, je travaillerai comme ça. J'ai pas envie de me faire bullshiter. Je veux voir les gens au résultat, au comportement, à l'état d'esprit, et donc c'est ça qui est important. D'accord. Et donc là, si je dis pas de bêtises, tu es en train de tourner la page. Pourquoi tu tournes la page et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Pourquoi je tourne la page? Comme je le disais, j'ai toujours été motivé par le why de l'entreprise, le projet de l'entreprise. Et le projet de l'entreprise, tel que je me l'étais défini ou assigné quand on a commencé à se développer dans le secteur de l'hébergement social, il y avait un aspect qualitatif. Donc là aussi, dans l'hébergement social, on parlait de marchands de sommeil, là où aujourd'hui on parle d'hôtel d'hébergement social. Donc c'était faire participer et acquérir au métier les lettres de noblesse. Donc on a tout de suite démarré avec des équipements. Donc l'essentiel de nos résidents, c'est des demandeurs d'asile. On a tout de suite mis, par exemple, Internet, ce qui n'existait pas tellement. Donc on avait Internet gratuitement. Dans tous nos hôtels, on a mis de la télévision dans toutes les chambres, à la fois pour l'information et à la fois pour que les gens, quand ils regardent la télévision, ils ne se disputent pas entre voisins dans la chambre. On a tout de suite mis, au lieu de mettre des cuisines dans chaque lieu de vie, on a fait des cuisine commune pour diminuer le risque d'accidents domestiques, parce que parfois les gens faisaient leur cuisine avec le petit gamin de 2 ans à côté, ils se prenaient une casserole brûlante sur la tête et c'était pas bon, donc on a tout de suite dit non, ça ne peut pas se faire. Idem pour les salles de bain, donc on a créé, sauf dans quelques hôtels, parce qu'on le destine potentiellement à pouvoir être transformé en hôtel de tourisme,
où donc du coup il y a des douches, mais nos résidents ont des cultures très différentes des nôtres, elles sont parfois surprenantes, mais voilà, quand on parle de douche, parfois ils rentrent dans la douche et puis ils s'en vont et puis ils ont laissé la douche allumée et puis à un moment donné il y a des fuites d'eau, etc. Et voilà. Donc on a fait aussi des douches communes. Ensuite on est passé donc de ce stade de l'infrastructure au stade de l'accompagnement. Donc on a fait que la vie dans les hôtels pour les gens provenant parfois de cultures ou d'ethnies différentes. C'était beaucoup de migrants, soit essentiellement des migrants, donc en demande d'asile. D'accord. Donc ces gens-là, on a créé, on va dire, une ambiance à l'intérieur de l'hôtel conviviale entre tous les résidents. Ouais. Voilà, on a fait des espaces de jeu pour les enfants, comme sait bien le faire le groupe Accor par exemple dans ces hôtels. On a organisé ici ou là des manifestations, donc on a fait venir des associations dans les hôtels pour animer, pour aider les gens, pour aider les enfants aux devoirs. On a mis en place des petites bibliothèques, des salles de jeu pour les enfants, etc. Bon, tout ce qui nous semblait contribuer à ce que nos hébergés, nos résidents, vivent plus agréablement leur séjour dans les hôtels. Voilà. Et puis, il se trouve que moi, j'avais comme objectif d'aider l'État. Donc, notre interlocuteur principal, c'est le SAMU social, qui est un petit peu la centrale d'achat, le booking.com de l'hébergement social, délégué pour toute la région parisienne. Donc, ils font à peu près, pour vous donner une idée, 60 000 nuitées nuits. Donc jour. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, à la fois, il faut les aider, nos migrants, une fois on sait qu'ils sont chez nous, en attendant leur statut de demandeur d'asile, qui leur permettra de trouver un travail. Essayons de les aider à travers des associations, etc., qui sont des dispositifs d'État, d'apprendre le français, puis d'avoir une idée de ce qu'ils veulent faire comme travail, et de manière à ce que dès qu'ils auront le statut de demandeur d'asile et qu'ils pourront travailler, ils puissent trouver un travail. Accessoirement, il reste à peu près 6 ans de ce qu'on en sait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais enfin officielles du moins, dans les hôtels. Je disais, si on les prépare à trouver un emploi, quand ils seront régularisés, y compris on pourrait les régulariser pour trouver un emploi, parce que notre estimation, là aussi, la littérature change un petit peu, mais il y a à peu près 1 million d'emplois en France dont les Français ne veulent pas, donc des emplois bassement qualifiés, des emplois où il y a des difficultés d'embauche dans les services, la restauration, dans les maisons de retraite, voilà, le personnel direct, en lien direct avec les résidents qu'on appelle les ASH dans notre jargon, auxiliaires socio-hospitaliers. On a dans les cantines collectives, on manque là aussi de cuisinières ou d'aides cuisinières, etc. Bon, globalement, on manque à peu près d'1 million d'emplois, et ces gens qui viennent parfois avec des qualifications et parfois sans, même sans qualification, on peut estimer entre 6 mois et 2 ans qu'on pourrait faire pour l'apprentissage du français. Bon. Donc moi, mon business model, on va dire, que j'avais proposé à plusieurs reprises à différents échelons de l'État français, y compris au plus haut, au ministère de l'Intérieur, c'était de dire, écoutez, voilà, si on prend en charge un peu sérieusement et intelligemment les migrants, au lieu de rester 6 ans, ils resteront 3 ans chez nous. Et donc, c'est tout simple, c'est le budget dont on se plaint tant au niveau de l'État pour l'hébergement des migrants, et sera divisé par 2, puisqu'il reste 2 fois moins longtemps. Bien sûr. Ou bien et ils apportent une plus-value et en au plus, territoire. alors voilà, on avait calculé que localement, d'abord ils sont plus mobiles pour aller en province que le Parisien parigo qui n'a pas envie d'aller en province, puisqu'ils viennent pas aller en Bretagne pour ceux puisqu'ils viennent de très loin, et voilà, qu'on leur dise qu'ils aillent en Bretagne ou dans le Limousin, finalement ça change rien. Si on leur propose une vie installée, un logement, etc., c'est tout bénéfice pour eux, et c'est tout bénéfice. On a fait aussi les calculs pour la communauté française. Au lieu qu'on paye pour qu'ils soient hébergés dans des hôtels, plus toute une série d'aides, on va dire, que la pudeur m'interdit d'évoquer quant au coût d'une famille de migrants français sur le temps qui reste en France, parce que ça ferait bondir les contribuables qui m'écoutent. Enfin, on l'a expliqué quand même au gouvernement, et on leur a dit faisons. Et ils nous ont dit, écoutez, c'est pas le sujet, c'est pas ça, il y a des problèmes politiques quand on parle de ça, voilà.
ok, ils vont devenir citoyens, peut-être à terme citoyens français. En tout cas, ils vont permettre de développer aujourd'hui la logistique dans tous les centres de logistique qui se développent en France. Ils vont du coup cotiser leurs cotisations sociales, des impôts même, etc. Bon, donc on va dire la belle démonstration du théorème du mathématicien. Sur le papier, ça marche bien, mais quand on aborde de politique, ça marche plus du tout, quel que soit. Bon, je pense que les gens qui m'écoutent, s'ils sont en France et s'ils écoutent un peu les médias français, ils ont compris ce que ça voulait dire. C'est que, pour simplifier, il n'y a pas de courage politique en France qui irait vers les solutions les plus intelligentes ou les plus naturelles et qui correspondraient à l'intérêt de la France. Donc moi, je suis très peu de choses là-dedans, dans ce dispositif. Et donc, le fait, à force de me taper contre les murs, de me battre et de trouver toujours un mur, jusqu'à même des gens qui me disaient, écoutez, il y en a marre de vos illusions et de vos prétentions. Si vous continuez, on va vous fermer tous vos hôtels, on vous enverra plus personne. Donc j'ai dit, ok, d'accord, je reste dans mon coin, je fais bien mon métier pour lequel je suis payé. J'en fais pas plus, mais derrière, ça m'a aussi un peu cassé la motivation. Et donc là, tu es arrivé aux US... Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Tu as choisi Miami par hasard ou c'était pour le soleil? Voilà. Donc moi, dans mes veines coule le soleil et la mer de la Méditerranée. D'accord. Et du coup, donc ma femme était déjà venue dans une vie précédente à Miami, donc elle avait sa carte verte. Ah bien. Donc ça a facilité le déplacement. Donc elle avait toujours régulièrement, parce qu'elle avait un job international, elle avait toujours un point ou un pied-à-terre, je ne sais pas comment on appelle ça, aux États-Unis. Et donc quand on s'est dit que c'était peut-être le moment d'aller au soleil, la candidature de Miami s'est imposée. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais pas dans l'idée de faire quoi que ce soit en business. Non. Vraiment non. Cadre de vie. Disons qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai vu tellement d'obstacles et de problèmes, y compris des choses qui n'étaient pas prévues, que je me dis, si je recommence à zéro aux États-Unis, à mon âge, et que je prends autant de problèmes, j'ai pas 15 ans devant moi pour les résoudre, donc j'y vais pas. Voilà. Et puis j'ai un ami en particulier proche qui était assureur, donc et qui m'a dit, tu sais, Jean-Robert, les Français ils arrivent, ils croient qu'ils sont les rois du pétrole, qu'ils vont ils viennent avec leur argent, et puis en fait ils se plantent, ils vont trop vite, ils savent pas que ceci, ils savent pas que ça, donc ils se rapatrient sur l'immobilier, parce qu'effectivement ça c'est du dur, mais voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont le rêve américain, donc ça c'est bien, mais arrivé aux US, il y en a peu qui se préparent de la bonne manière, juridiquement, fiscalement, les assurances, les écoles, le business model, parce que le business ici, c'est complètement différent avec ce qu'on voit en Europe. Donc, c'est vrai que à ton âge, tu restes jeune quand même, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que moi, j'en ai vu plus d'un, des entrepreneurs. Là, c'est vrai qu'on fait pas mal de podcasts avec des entrepreneurs français aux États-Unis, et on le voit. Tous ceux qui ont réussi, ils ont quand même eu quelques années de galère pour comprendre vraiment comment faire fonctionner leur marché. Il y a toujours des galères, enfin je pense, je souhaite un maximum de gens qu'il n'y ait pas de galères, mais dans le quotidien on sait qu'on a toujours des galères, après de tailles différentes, mais je me sentais pas à me dire que je voulais être lié à un business dans lequel il y a des galères qui durent. Et donc, voilà, je pensais que j'avais... Après, ton business tourne bien en Europe. Oui, voilà. Oui. Et donc, on s'est connus au départ quand j'ai créé ma société, Planquire. Et donc là, tu as décidé d'investir en tant que VC, en tant que... Investir dans la boîte sur notre première levée de fonds. Tu as investi dans d'autres sociétés. Pourquoi tu as investi dans la nôtre? Alors, historiquement, soit par des amis, soit dans le domaine de la santé, il y a toujours eu aussi du capital risque et des innovations. Et puis, j'ai des amis qui fonctionnent sur des réseaux dans lesquels j'ai pu investir des petites sommes sur de la tech ou sur des business models. Voilà. Donc
j'ai toujours été, parce que aussi à travers IBM et ensuite le suivi de la tech, j'étais retourné aussi en 2000 au moment de l'explosion positive et ensuite négative de la bulle dans Internet. Et donc voilà, donc au moment du début d'Internet en 2000, je me suis replongé, on va dire, dans l'informatique. Et c'est là que tu as démarré à investir dans les business models. Et à l'époque, effectivement, j'ai investi dans quelques trucs. Et du coup, quand on investit, on a des co-investisseurs. Et les co-investisseurs, ils te disent « Ah bah tiens, tu veux pas, tiens, j'ai regardé un truc, qu'est-ce que t'en penses ?» Et ils te posent la question, etc. Donc après, chacun a sa manière d'analyser, de voir et d'analyser les business. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt tendance, comme je le disais tout à l'heure, à analyser l'homme et le business model. Après, je suis un très mauvais auditeur, donc je laisse là à d'autres gens pour rentrer dans le détail. Quoique t'es bon sur les contrats, quand même. Ouais, je sais. Bon, je sais pas. Oui, j'ai une culture aussi. J'avais fait une licence de droit et mon père voulait que je sois avocat, donc ça m'est resté. À chaque fois qu'il y avait un truc juridique, je me suis jamais empêché de le faire. Puis du juridique, on passe au fiscal, et quand on veut lever des fonds, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai beaucoup innover et utiliser les niches fiscales, les investisseurs. Et j'ai vu beaucoup d'investisseurs dans ma vie en leur proposant des produits de défiscalisation dans les maisons de retraite, puis dans les hôtels. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas loin de mon âge, ils ont entendu parler du LMP, du LMNP, du Périsol, Enfin, voilà, je crois que j'ai fait presque tout. Voilà. Comme j'ai lâché il y a du Pinel aussi, voilà. Donc maintenant, j'ai pas fait de Meignerie parce que ça s'adaptait pas trop à ce qu'on faisait, et j'ai pas fait. J'ai fait au début de la Meignerie, mais j'ai pas fait de monument historique parce que ça s'adaptait pas trop aux maisons de retraite, et j'ai pas fait non plus de Normandie, qui est un truc récent. Ouais. Mais comme j'ai décroché, donc voilà. Donc voilà. Donc et maintenant, depuis 7 ans, les derniers trucs. Ton patrimoine, t'es plus en capital risque, immobilier. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui ? Donc moi, ce que je recherche, bon, alors il y a une partie qui est de la sécurité que je confierais volontiers à ma banque. Dans une optique conservatrice, on va dire, ou de suivre les marchés. Il y a une partie capital risque parce qu'en fait j'aime bien, comme je disais que dans mon business j'aimais bien rendre les gens heureux, j'aime bien aussi à la fois voir un entrepreneur comme toi heureux et se développer, et quand j'y crois avoir participé un petit peu, tout en ayant effectivement l'upside de multiplier son capital par je ne sais combien. Donc quand c'est de la tech, quand c'est de la bio, quand c'est des projets qui peuvent avoir vraiment de l'ampleur et qui peuvent changer, je suis prêt à investir. Voilà. Ouais, nous, quand tu as investi chez nous, c'était ta première PropTech, donc Property Technology Company. Oui. Donc j'ai été assez surpris, mais ça c'est, je dirais, avec le recul ou le fait de ne pas rentrer dans le détail, j'ai tout de suite admiré chez Landquire la capacité que tu avais eue à pouvoir mêler à la fois la technologie et le business de l'immobilier, et en même temps la volonté. Alors, si je reste sur le business model, avant de parler de l'homme, comme tu veux, si je reste sur le business model, c'est de voir un entrepreneur qui était toujours à vouloir optimiser ton fonctionnement, soit qualitativement, soit quantitativement. Avec le fait que tu aies des équipes réparties sur plusieurs pays et que ça tourne quand même, et que tu ailles chercher dans plusieurs pays le meilleur des spécialités à moindre coût, why not? Et c'est en start-up, il n'y a pas le choix. Non, il y en a qui se reposent sur l'idée qu'ils vont, si ça ne va pas, ils feront une prochaine levée de fonds. Et donc, ils partent, j'allais dire, droit dans le mur, en se disant que le rideau ou le mur va se lever au moment où ils arriveront dedans. Donc, un peu moins maintenant ces dernières années, mais à l'époque, c'est comme ça que fonctionnaient les startups. Ouais. Et donc, j'ai toujours admiré. De ce point de vue-là, je ne suis pas du tout un entrepreneur au sens cervelle brûlée. J'aime, au fond, bien que de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais j'aime pas le risque. Et donc, j'ai trouvé que tu avais construit avec Thibaut un groupe qui était solide, avec des bases de principes managériaux qui étaient solides, qui étaient sains, et
En France, les gens se posent toujours la question de leur organisation interne quand ils ont des problèmes. Voilà, que leur EBITDA baisse, etc. Ils se disent il faut que je m'en sorte, comment je fais? Et j'ai trouvé ça assez admirable, en particulier pour quelqu'un aussi jeune que toi, de se dire en permanence j'améliore la qualité des équipes, la qualité des gens, la qualité des équipes, l'efficacité des équipes. Moi, ce que je retiens de mon passé de chasseur de tête, c'était que même si j'ai pu me tromper sur les gens, enfin plus sur les associés qui passaient pas le même screening que sur les salariés, mais si j'ai pu me tromper, si j'ai pu apprendre quelque chose, c'est vraiment l'organisation, à me dire voilà, quel que soit le business, etc. Parce que quand j'étais chasseur de tête, j'ai travaillé sur énormément de secteurs d'activité, parce que le patron dont je parlais avait vraiment envie aussi, lui, de m'apprendre un maximum de choses, et j'avais envie d'en apprendre un maximum. Donc, j'ai travaillé dans énormément de secteurs d'activité et des tailles d'entreprises qui étaient très, très différentes, de la petite à la plus grande. Et du coup, je pense que j'ai une assez solide expérience et sécurité quant à la manière d'organiser une entreprise. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que ton mode de fonctionnement... Après, nous, de notre côté, on gère vraiment notre entreprise comme un club sportif, quoi. Exactement. Il y a vraiment de la performance à aller chercher. On a des sécurités comme des défenseurs et on a des attaquants qui vont chercher le chiffre d'affaires. Donc, après, nous, on est là pour accompagner avec mon associé et puis l'équipe exécutive pour offrir un futur, en fait, tout simplement aux gens qui croient au projet. Moi, aujourd'hui, c'est marrant parce que en ce moment, là, sur toutes les levées de fonds, on voit l'école des il faut être bootstrap, il faut démarrer tout seul et pas de levée de fonds. Et de l'autre côté, non, il faut lever pour être le numéro 1 du marché. Je pense que l'un ou l'autre est possible. Nous, on a fait une levée et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir la société qui fonctionne. Ça se trouve, demain, on fera une deuxième levée. Ça dépend un peu de la volonté des associés, mais nous, on avait besoin de cette première levée pour mettre les équipes en place, pour faire nos 200 premières acquisitions de terrain et faire un petit peu créer notre track record. Aujourd'hui, cette année, on n'aura pas besoin de faire de levée parce qu'on est déjà en EBITDA positif et on arrive à mettre de la trésorerie de côté. Et le but, forcément, c'est de devenir la plateforme numéro 1 d'investissement en foncier aux États-Unis. Mais c'est aussi créer un produit financier pour les Européens qui n'ont pas en Europe. On n'a pas investi dans du foncier pour faire les permis, pour revendre. Il va falloir faire toute la chaîne immobilière avant que tu puisses retrouver ton cash. Et en plus de ça, il faut souvent avoir des effets leviers conséquents avec des banques et ce genre de choses. Nous, on ne passe pas par les banques. On passe par un crédit vendeur. On fait notre levée de fonds. On va chercher nos associés sur les SPV. Et ça nous permet d'aller chercher une marge intéressante qui est respectable sur de l'equity dans du foncier. On ne va pas chercher des retours crypto-monnaies. Mais en tout cas, dans notre secteur immobilier, on a je pense, des retours très, très attractifs. Mais je crois que quand tu parles des crypto-monnaies comme ça, avec les yeux qui brillent, c'est un risque différent. C'est un risque complètement différent. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Le business model de l'Enquire n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une possibilité d'upside élevée, tout en ayant une sécurité d'investissement dans du foncier qui est béton. Le foncier, là où tu fais investir tes clients investisseurs, tel qu'il est choisi, il ne va pas baisser, quoi. Voilà. Non, donc, après, on ne peut jamais dire jamais. Il y a toujours des cycles immobiliers partout dans le monde. Maintenant, en moyenne, le foncier prend 7% par an sur les 20 dernières années, en tout cas sur tout ce qui va être le foncier américain. Je n'ai pas de data sur d'autres pays, alors il y en a, mais en tout cas, moi, je me spécialise sur le marché américain. C'est déjà beaucoup de choses à apprendre. Et oui, il y a de moins en moins de terrain. Donc forcément, s'il y a de moins en moins de supply et que la demande continue à augmenter, ça permet d'avoir une valeur motrice qui va vers le haut. Donc non, je pense que l'asset qui a été choisi pour développer notre société, c'est quelque chose de périn. Après, il y a toute la tech qui s'ajoute pour aller avoir un sourcing qui est au top, une négociation qui est au top, et puis tout ce qui est l'urbanisation avec de l'augmentation de densité.
Donc ça, je pense que tu l'as compris. Oui, moi j'ai investi dans la PropTech. J'ai mis de l'argent dans une société qui donnait. Alors aux États-Unis, il faut savoir pour les Français que la data américaine est beaucoup plus publique et exposée qu'ailleurs. Et donc, pas d'RGPD. Voilà, et donc j'ai investi dans une PropTech qui est déjà maintenant assez grosse, puisqu'elle faisait déjà, quand j'ai investi, 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et en fait, elle donne des informations assez précises aux agents immobiliers pour qu'ils puissent les donner à celui qui achète son appartement. Mais ça va en particulier jusqu'à dire dans le périmètre où dépend de cet appartement telle école, le taux d'ensoleillement est de temps, etc., etc. Donc ça va de manière très 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 fine. Donc, mais alors à la fois parce que c'est un logiciel, il peut exploser et la boîte, j'espère, elle va faire beaucoup de multiples. Mais d'un autre côté, un logiciel, ça a un marché limité. Donc, donner un logiciel à des agences immobilières, je suis très content que ça marche bien. En mode SaaS, quoi. Voilà, en mode SaaS, ça marche bien. Voilà, peut-être qu'ils peuvent faire 10. Après, ils partiront développer ou exporter dans d'autres pays, mais retrouver la transparence ou la data aussi transparente, c'est pas gagné. Donc, à la fois, c'est une boîte parce que j'ai investi tôt, qui peut avoir des multiples, et autant la boîte en tant que telle, elle ne sera pas forcément licorne, comme je pense que le sera peut-être un jour l'Enquire. Non, après, nous, notre politique, on a été testé dès le départ par toi, d'autres investisseurs qui nous ont dit, OK, c'est quoi le chiffre d'affaires moteur que vous voulez avoir? Est-ce que c'est créer un logiciel et être en mode SaaS et avoir de l'ARR, comme on dit, ou bien est-ce que vous gardez votre tech pour aller chercher vos propres deals? Et moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis fils d'agriculteur ou parce que j'adore faire des deals, mais tout de suite, ça m'a paru clair de pouvoir garder notre tech en interne pour structurer des deals et permettre justement à nos investisseurs d'accéder à ces deals, au lieu d'ouvrir en fait à tout le monde, parce que de toute manière, nos clients étaient francophones. Si tu leur donnes la tech, ils vont pas aller chercher les deals eux-mêmes, et ils sont en Europe. Ouais. Donc petit à petit, en fait, ça nous a permis, sans vraiment le savoir dès le départ, de créer un produit financier pour les francophones, parce que on a quand même beaucoup de gens qui sont francophones dans notre base. Beaucoup d'investisseurs qui sont sur la France, le Luxembourg, on va retrouver la Belgique, le Canada, enfin vraiment tous les pays francophones. Et là-dessus, le fait qu'on crée un parcours client de A à Z, avec leur fiscalité, le juridique, la gestion du projet, jusqu'à la revente du terrain, c'est là qu'on a trouvé un petit peu notre bonheur. En tout cas, le bonheur c'est là qu'on a trouvé une poche de clients qui, je pense, peut être démultipliée sur les 10 années à venir. Parce que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu n'as pas entrepris aux États-Unis? Je t'ai expliqué pourquoi. Et en fait, réciproquement, les gens m'ont toujours dit, mais le marché des États-Unis, ce qui est la tarte à la crème, il est tellement immense que de toute façon, à qualité égale, si on entreprend aux États-Unis, on fait x10. Et donc, 10 fois plus que ce qu'on aurait fait en France ou en Europe. Et donc ce que je trouve super, c'est qu'en fait, dans le secteur typiquement de l'immobilier, et en particulier donc des terrains, et effectivement, aux États-Unis, tu profites de la taille des États-Unis, puisque le marché est immense. Voilà, donc c'est vrai. Et en plus, tu t'es mis dans c'est un pays. Bon, après, il y a toutes les données que tu pouvais peut-être même pas espérer il y a 4 ans ou 5 ans quand tu as commencé, mais d'aujourd'hui, sur la croissance de la population, sur les besoins, sur le développement, etc., aux États-Unis sont favorables aux investissements de ce type-là. Et la niche du terrain, donc Dieu sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers, tu as beaucoup de gens qui achètent des appartements, qui font des pavillons, etc. Mais de venir en amont, de viabiliser et de donner un produit fini qui est utilisable par les temps qui courent. Là, j'ai vu que tu étais sur San Antonio et donc avec une croissance de la population juste gigantesque, les promoteurs, je connais bien les promoteurs pour les avoir vus aussi, quand il y a un besoin, ils sont pris par le temps. Et donc toi, tu leur donnes, s'ils ont un cycle de développement de 4-5 ans,
c'est très pénible pour le promoteur. Toi, tu arrives et tu leur prépares et tu leur fais gagner 2 ans tout de suite. Donc, c'est magique. On se rémunère en amont, en fait, sur la supply chain. Et puis, on offre un produit financier clé en main de l'autre côté pour les investisseurs. Donc, non, je pense qu'on résout un besoin sur une crise des logements qui est accentuée de plus en plus. Donc, je pense que tu as compris le business model. Ouais. Je sais que tu as investi dans un de nos derniers portefeuilles, le portefeuille 13. Qu'on a acheté. Je peux dire à ma grande satisfaction, parce que contrairement aux investisseurs en général, ils attendent la sortie. Mais là, je suis pas du tout. C'est quand que ça se vend. Je suis même pas stressé. Là, on a trouvé un acheteur, donc c'est en cours. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on puisse revendre ce terrain, parce alors pour ceux qui ont investi, ils le savent, mais c'est 205 acres pour une découpe pour faire 1017 lots sur papier. Derrière, après, la construction est faite par le constructeur. Ça m'a fait plaisir que tu investisses dans ce deal. J'espère qu'on aura le temps de. J'espère qu'on pourra réitérer en 2026, parce que ça va peut-être se vendre, je pense, quarter 3 ou quarter 4. Donc, super content de t'avoir parmi nous. Ouais, je t'ai dit, alors, il faut que je dise à nos auditeurs la déception que j'ai eue, parce que à un moment donné, je t'avais dit, écoute, voilà, je mets tant, je les touche pas. Et juste, tu te débrouilles, tu gères tout ce que tu veux, tu me fais juste 100% par an. et tu m'as dit, tu m'as beaucoup déçu, tu m'as dit 100%, je n'y arriverai pas. Donc, j'ai beaucoup aimé d'abord parce que c'est ta sincérité qui parle en disant, écoute, voilà, je peux te faire plaisir, je peux t'aider, etc. Mais 100% c'est pas raisonnable. La lune aussi, toi. J'avais même déjà imaginé la clause, comme quoi si tu faisais pas 100%, j'avais le droit de reprendre mon argent, mais si tu faisais 100%, je te la laissais. T'étais vraiment un sacré négociateur. Voilà, de mémoire à l'époque, je crois que tu m'avais dit 50%, je devrais pouvoir y arriver, mais 100% non. Sur du foncier, ça dépend de la taille du foncier, ça dépend en combien tu investis, mais à partir du moment où tu as du sourcing en place et que tu as un CRM et une équipe d'acquisition, que tu arrives à vêter peut-être 100 à 200 terrains par jour, tu sais que tu peux trouver une offre ou un terrain à moins 20, moins 30, moins 40% et derrière forcer l'appréciation du bien. Maintenant, il faut rester réalistique. Un TRI à 100% par an, c'est pas possible. J'ai bien compris qu'il fallait plus que je mette la barre à ce niveau-là. C'était issu de mes vieilles habitudes de croissance. C'est pas du private equity. Puissance développement. Peut-être sur le chiffre d'affaires de la boîte, ça c'est possible. Voilà. Mais non, et en fait. Je suis assez persuadé, effectivement, mais quand j'ai le petit audit que j'ai fait, effectivement, je me suis rendu compte de la fidélité de tes investisseurs. Et donc, je crois de plus en plus. Donc, les investisseurs qui sont contents, je pense que tu as eu d'autres podcasts et j'ai vu dans les webinaires des investisseurs qui étaient contents. Et j'avais regardé aussi les avis Google de Landquire où j'avais enquêté sur l'unique mauvais avis. Et le pauvre, depuis 5 ans, je me rappelle, tu as vu, je crois, un seul investisseur à 1 étoile qui disait on m'avait promis 20% et en fait j'ai fait 5% en 3 ans alors qu'on m'avait promis sur 2 ans. Je me dis, bon, je le plains, le monsieur, parce qu'il a dû être déçu, mais s'il n'y a que lui, c'est pas très grave, quoi. Et je pense que... on revient toujours à le même discours qu'on a au départ du parcours client, c'est pouvoir diversifier dans plusieurs deals déjà, parce que on n'est pas un groupe d'investisseurs qui investit dans une multitude de terrains. On a quand même une plateforme où chaque investisseur peut choisir le terrain dans lequel il investit. Donc notre but, c'est toujours de faire monter en compétences, leur expliquer l'upside et le risque sur chaque deal. Et comme ça, ils peuvent décider, s'ils veulent faire un retour de TRI à 20% annuel, peut-être diversifier sur plusieurs zones géographiques. Et c'est vrai, on a eu des deals en 2021, même en 2020, qui ont sous-performé. Je pense que ça faisait partie de notre croissance et de notre expérience apprentissage. Maintenant, de toute manière, il faut passer par là pour pouvoir devenir les meilleurs en tant qu'expert foncier et avoir un produit financier qui est fini, qui est complet pour les francophones. Donc on a une courbe d'apprentissage et je pense qu'aujourd'hui elle se nivelle. Elle se nivelle parce que les deals là en 2024 ils se ressemblent tous en termes de risque, en termes du crédit vendeur, en termes de l'effet levier, en termes du nombre de lots qu'on va faire, le type d'acheteur qu'on va aller chercher. Donc ça devient assez McDonald's comme on dit. Et c'est ce qu'on cherchait.
avoir un petit peu ce ralentissement sur cette courbe d'apprentissage pour pouvoir rester vraiment sur un produit sous-jacent qui est le même, un produit financier qui est le même au niveau juridique, fiscal. Et ça devient de plus en plus rodé. Donc, c'est grâce à toi et d'autres investisseurs qui ont investi dans la holding au départ qui nous ont permis, en fait, d'arriver à où on est aujourd'hui. Ouais. Et ce que je demande, c'est que ça continue. Ça continue. Moi, quand de temps en temps, on a des conversations amicales comme ça sur ce qui peut être amélioré, je me dis, le pauvre Robin, en fait, il est à la fois... c'est parti à chercher des investisseurs sur le marché français, mais la conséquence, c'est que tu as des investisseurs français. Donc, je sais que tu regardes d'autres investisseurs. Mais le français, déjà, quand on lui dit qu'il va faire 20% et qu'il n'y a pas beaucoup de risques, il ne comprend pas, alors que l'américain, il comprend. Donc, c'est vrai que c'est un challenge, en fait, de faire comprendre que... Et je pense qu'effectivement, la réponse de dire, bah écoutez, tu dis investir sur plusieurs deals, je pense que 2 suffisent. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, parce que sur 2, s'il y en a un dans le pire du pire des cas qui fait 0 sur 3 ans et l'autre il fait 50% sur 1 ou 2 ans, bah, l'un dans l'autre, le TRI va être excellent. Donc je pense que 2 suffisent. Et alors un autre truc qui m'a fait marrer, c'est que je sais pas si tu le fais ou si tu vas continuer à le faire, c'est de dire en fait je propose que un deal. Et ça je trouve que c'est magique. Parce que alors, l'investisseur il aura qu'à attendre celui d'après s'il a envie de partager sa volonté d'investissement en 2. Mais le français quand tu lui proposes 2-3 trucs, si c'est trop beau, pour les 3, il ne sait plus quoi faire. Ils n'investissent plus. Donc j'ai adoré, effectivement, moi j'ai investi dans le 13. Et après j'ai suivi un petit peu le webinaire du 14 et j'ai adoré les gens qui dans le 14 disaient mais j'ai pas eu le temps d'arriver dans le 13. Et donc à la fois les gens ils n'ont pas trop l'habitude d'entendre ça, et d'un autre côté je me régalais à ta place de pouvoir dire bah, vous allez encore voir passer le train du 14 si vous dépêchez pas rapidement. Bien sûr, ouais. Et puis pareil pour le 15 et puis pareil pour le 16. Donc une fois qu'ils auront vu que ça part comme ça part en ce moment, et je te souhaite que ça continue. Après, Thibaut, lui, mon associé, il a démarré il y a 10 ans l'investissement immobilier aux US. Des fois, on a des gens, ils disent mais on vous suit depuis 9 ans. Et 9 ans après, ils arrivent. Ah, mais on aimerait bien investir, ça y est, on est prêt. Et voilà, donc c'est une question toujours de création de relations, de pouvoir expliquer le produit. Et puis oui, au niveau de l'opérationnel, c'est vrai qu'en 2020-2021, on faisait une vingtaine de lots avec des offres, tu sais, les joint ventures qu'on faisait à l'époque, tu choisis un petit terrain un peu partout. Sauf qu'on se rendait compte que oui, les gens étaient confus en fait sur dans quel deal je dois investir. Au final, ils investissaient pas parce qu'ils savaient pas dans quel investir, et nous derrière, on était sous contrat avec le vendeur et du coup, ça closait pas. Donc non, au niveau opérationnel, sachant qu'on est monté en termes de taille de terrain, on s'est dit ok, on va présenter un terrain tous les 30 à 60 jours. On va le financer proprement, faire la due diligence proprement. Ça donne le temps d'updater les investisseurs plus rapidement en fait sur la due diligence. Faire les webinaires en anglais, en français. Et puis ça permet de faire avancer la société pas à pas, quoi. On se prend un peu moins les pinceaux au niveau opérationnel, parce que derrière c'est moi qui gère l'opérationnel. Je suis moins que Thibaut sur les levées de fonds. J'aimerais bien prendre son job des fois. même si maintenant il m'aide beaucoup sur l'opérationnel, je lui fais un clin d'œil. Donc non, c'est pour moi c'est juste génial de voir la croissance, de voir comment on affine un peu l'opérationnel. Mais c'est en le faisant qu'on apprend, je dirais, quoi. Donc non, merci faire partie du projet. Merci à toi. T'habites à Miami, maintenant, donc t'auras pas le choix de me voir. Non, mais ça va très bien. La seule chose que je peux pas faire avec toi, c'est du foot, parce que je veux bien le faire avec les gens de mon âge, mais avec les gens de ton âge, j'ai un peu quelques appréhensions. Je pense du paddle, on sera amené à en faire. Du tennis aussi. Mais non, c'est bien de voir des entrepreneurs francophones avec un peu plus de bouteilles, parce que des fois je fais venir des gens, ils sont de mon âge, mais là le fait que tu as de la bouteille, je pense que pas mal de gens vont pouvoir apprendre pas mal de choses. Pour la suite, qu'est-ce que tu envisages toi sur je sais que tu es en pré-retraite, mais il n'y a jamais une retraite complète, on va dire. Dans mon métier, on va dire, j'ai avec un entrepreneur brillant, enfin c'est pas un entrepreneur d'ailleurs, aujourd'hui c'est juste un garçon brillant qui a fait une brillante carrière
dans les grosses associations et dans les ministères, où on a un peu envie, comme je disais, je regrette mon why sur l'intégration des migrants. Donc t'es pas allé au bout de ce que tu voulais faire dans le secteur de l'hébergement social, oui. En France? En France, mais derrière, il y a peut-être quelque chose à faire dans le domaine du logement social. Donc, c'est pas impossible que je démarre d'ici la fin de l'année un business où là aussi, je ferai appel à des investisseurs, des foncières, etc. Parce que si on démarre le projet, lui comme moi, on a envie que ce soit quelque chose qui ressemble à quelque chose et qui fasse changer un petit peu les limites ou les contraintes de l'existant. Donc, c'est d'innover, on va dire, dans le logement social. Oui. Sur la France toujours ou... Sur la France, oui, ouais, sur la France. Puisque, bon. Ensuite, je suis en train de regarder au Maroc. Au Maroc, oui. La Coupe du Monde qui arrive. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais qui a beaucoup de vertus pour un entrepreneur. D'abord, une visibilité, un régime politique qui me semble très stable, très sain, avec une vision long terme. Donc, c'est à la fois une démocratie, avec un parlement, mais dans une monarchie institutionnelle et héréditaire. Et donc, c'est assez intéressant, effectivement, de voir... je simplifie à l'extrême et que les Marocains m'en excusent, mais le roi avec une vision long terme sur le développement et comme tu dis sur le moyen terme la Coupe du Monde, du Monde de 2030 et donc de se dire c'est un booster psychologique comme on sait dans les entreprises que quand on donne un délai ou une deadline ou un objectif à 5 ans ça remue les choses. Un pays qui est un beau pays avec des gens qui sont sains, qui sont sympathiques, qui sont souriants, qui vivent au soleil aussi et cherche le soleil. Voilà. Et puis en fait avec la croissance viendra tout naturellement la valorisation de l'immobilier et donc il nous semble que en termes de business on est dans au début d'une courbe qui est en train de s'accélérer à la fois sur la valorisation immobilière et sur le développement du tourisme où très clairement les autorités quelles qu'elles soient nous indiquent qu'on manque d'infrastructures touristiques. Voilà. Et donc on a identifié quelques niches dans le domaine du tourisme qui nous semblent intéressantes et qui vont être propices à accueillir les Marocains, d'abord, parce que ça nous fait plaisir de faire les Marocains, et les touristes qui ont une offre, on va dire, grands hôtels, quelques centaines de chambres, moi que j'appelle impersonnel, qui m'excuse parce que j'ai du respect aussi pour eux et pour leur savoir-faire. Mais donc du coup, c'est de travailler sur des écoles pour former le personnel en tourisme, etc. Et puis un petit retour aussi au Maroc sur un rêve que j'avais eu en France et que pour les raisons que j'ai dites de rigidité des tutelles françaises n'a pas pu se faire, à savoir... donc je le ferai sous une forme associative, ça c'est clair maintenant, de développer au Maroc un savoir-faire d'excellence et avec un flagship ou une vitrine particulière dans le domaine médico-social et sanitaire. C'est-à-dire un centre où on regroupe à la fois au sens d'un CHU, c'est-à-dire la prise en charge des gens, mais aussi la formation du personnel avec des écoles de formation et en même temps un centre de recherche à l'heure où il y a, dans le domaine des biotechnologies, il y a énormément de choses qui évoluent. Donc, il y a besoin en fait d'une recherche, en particulier dans le secteur pauvre de la santé, que sont les personnes âgées, les handicapés, etc., tout le médico-social par rapport aux sanitaires, ce qu'on a l'habitude de voir dans les blocs opératoires, etc., qui sont faits. Il y a des grands groupes de cliniques au Maroc, je ne vais pas aller dans la concurrence, je vais plutôt dans l'innovation. Et puis qu'on mette sur un centre en même temps personnes âgées, handicapées, rééducation fonctionnelle, femmes isolées, addiction. Et donc voilà, donc j'ai rencontré des gens extraordinaires au Maroc et en France, donc des Français qui ont envie, souvent d'origine marocaine, et qui ont envie de retourner au Maroc, parce que c'est leur pays et en même temps avec le savoir-faire qu'ils ont acquis exceptionnellement en France. Et des gens au Maroc qui sont
là aussi extraordinaires ou époustouflantes, où je me régale d'avance de pouvoir travailler avec eux ou elles, et parce qu'ils ont une exigence de qualité, etc. Ils ont juste besoin d'un chef d'orchestre, mais ils sont déjà des musiciens extraordinaires. Donc on est en train de monter. Cette semaine, j'ai travaillé encore beaucoup, et je découvre des gens exceptionnels que j'adore. Et donc, je suis très, très content de travailler avec eux là-dessus. Beaucoup d'énergie que tu vas devoir mettre en place là-dessus, sur un nouveau pays aussi. Oui, les chefs d'orchestre savent que c'est de l'énergie. Après, moi... Mais ça reste similaire à la France en termes du juridique, en termes de... Il y a beaucoup le Maroc est très proche de... C'est beaucoup inspiré historiquement de la France en termes de droit, donc depuis Napoléon. Et même en termes de RH, et même en termes... Mais il y a ce côté... énergie et rapidité d'entreprendre au Maroc avec des décideurs, donc à tout niveau. Ça peut aller plus vite en termes de... Qui vont très vite. Donc là, je retrouve le dynamisme américain auquel je ne touche pas. Mais voilà, donc en fait, je ne vais pas entreprendre aux États-Unis parce que j'ai un peu peur de tout ce qui peut se passer quand je vois les frais d'avocat qu'on est obligé de dépenser, etc. Ça me fait peur. C'est différent, c'est un autre monde. Ouais. Moi, j'ai eu un petit sinistre de dégâts et d'eau dans mon appartement. Mon assureur m'a dit, tu sais que ça a coûté 150 000 $. Donc là où en France, ça aurait coûté moins de 10 000 €. C'est bonnes assurances. Rien qu'en avocat, ça a coûté énormément. Et donc je retrouve en fait la sécurité, l'organisation et la culture juridique et financière que j'ai au Maroc. Et en fait, un marché, une ouverture avec des gens qui sont entrepreneurs, qui ont envie de changer les choses et qui veulent aller vite. Comme on les trouve aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si je dois dire que le Maroc, c'est le mix de la France et des États-Unis. Mais bon, voilà. Il se trouve qu'ils aiment bien ce côté international. Le Maroc, vous vérifierez, on va dire, mais c'est un des rares pays au monde qui s'entend tout aussi bien avec les États-Unis, l'Europe, la Russie, tous les pays d'Afrique, parce que aussi en Afrique, c'est un peu un pays leader et que les gens regardent aussi comme un modèle. Donc bon, je ne veux pas que tout le monde aille au Maroc faire de l'hôtellerie, mais non, mais bon, mais déjà on va regarder. Il y a de la place et il y a des trucs super. Il y aura un gros mouvement qui va se faire, je pense, entre maintenant. Alors déjà, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis l'année prochaine. Bon, on va voir si les gens peuvent venir déjà avec la nouvelle administration. Mais c'est vrai qu'à derrière, on va vite tourner nos regards vers le Maroc. Donc les deux peuvent se faire. J'espère qu'on fera des terrains ensemble aux US et puis de l'hôtellerie au Maroc. Mais en tout cas, non, on arrive à la fin de cet entretien avec toi. Je te tiens de remercier parce que ça fait plaisir. Avec plaisir. J'ai plaisir à témoigner de tous tes talents personnels et de tout le bien que je pense de l'Inde Courier. Non, merci. Et puis, écoute, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Merci. Merci Jean-Robert. À bientôt. Au revoir.